LGDV, la guerre des vieux, épisode 7 du livre 2. Jour 46, opération TI. Au jour 48, on calme le jeu. Auteur Amar Belmostefawi. Image d'illustration Karen Gallego. Partagez ce contenu avec les personnes qui aiment la réflexion. Bonne écoute et visionnage à vous. Jour 46, opération TI. C'est parti, il est 1h du matin. Nous nous sommes tous rejoints sur le parking d'une grande surface. De là, nous avons pris la direction de l'entrepôt désaffecté. Nous n'étions que 3 à connaître ces lieux, l'économiste, Amine et moi. Sur nos gardes, nous avons ouvert le convoi en prenant soin de ne pas être suivis. Une fois les véhicules stationnés dans l'entrepôt, nous avons embarqué nos soldats dans les camionnettes, chacun à sa place. Amine et moi, nous possédions notre propre voiture de commandement. Arrivés à 2 km du site, nous avons stoppé les véhicules, nous nous sommes cagoulés. J'ai répété à chacun que nous devions tenir notre objectif coûte que coûte. S'ils avaient tous été bien attentifs pendant ces derniers jours de formation, ils rentreraient tous vivants et victorieux. Nous avons redémarré les camionnettes et comme demandé, notre voiture fut suivie de près. Amine a foncé dans le grillage d'une issue de secours cadenassée. Prévoyant, nous avions déjà limé le cadenas la veille. Moins de 200 mètres après, nous étions au cœur du site. Comme convenu, les véhicules se sont séparés. Amine et moi, nous avons foncé vers la chaudière du site. 2 autres camionnettes se sont dirigées vers les 10 semi-remorques que nous devions dérober. Les 2 autres camionnettes se sont orientées vers les centres de stockage et de fabrication. En ce jour férié, je pense que les gardiens du site n'ont même pas eu le temps de réagir. Une camionnette avait été incendiée à proximité d'une station essence interne au site. Et la porte du PC sécurité avait été verrouillée par nos soins, afin de ne pas être gênés lors de notre manœuvre par un agent de sécurité ou par un maître chien en proie à un acte de bravoure. Des explosifs ont été posés au niveau de la chaudière, au niveau du site de fabrication et du centre de stockage. Nous avons été rapidement rejoints par les 10 camions qui ont suivi notre voiture de commandement. Il fallait voir le boucan que font tous ces véhicules démarrés. Rien de plus simple pour s'emparer des clés de ces poids lourds. Elles étaient toutes dans le même boîtier de rangement. Lorsque nous étions suffisamment éloignés du site, j'ai déclenché les charges explosives. Moment de doute, mais les déflagrations ont bien eu lieu. Sur la route, nous avons mis le feu à une camionnette afin d'éviter d'être suivis par la police, ou du moins pour retarder notre éventuelle poursuite par la gendarmerie. Cette opération s'est passée sans encombre. Les gars avaient été rapidement formés à la conduite de semi-remorques. Le rythme imposé par notre véhicule était excessivement rapide. Tout s'est bien dégoupillé jusqu'à ce qu'un des 10 chauffeurs manque un virage et finisse dans un ruisseau. Il s'en est sorti seul, totalement indemne, d'un camion complètement broyé par un choc extrêmement violent. Ce grand gaillard a rejoint une des camionnettes au pas de course. Il venait de nous faire perdre une cargaison entière de pilules TI. Amine était énervé par la situation. Moi, au contraire, je voyais un avantage à cette situation. Quelles mesures allaient prendre les autorités face à la pollution du ruisseau? Arrivé sur place, le bougre de chauffard s'est excusé. Calmement, devant toute l'équipe, je lui ai dit que cela n'était pas grave. Ce qui compte, c'est qu'il soit sain et sauf. Henri a compris que nous avions eu un problème avec un des camions, mais que tout le monde était revenu. Pas de pertes humaines. Nous avons chargé les 2 camionnettes d'un maximum de pilules. Ensuite, nous nous sommes tous séparés. Nous avons tous pris des directions différentes. Ils sont tous rentrés chez eux. Amine et moi, nous avons pris les 2 camionnettes et nous les avons remplies de pilules. Henri est reparti avec un des chauffeurs en direction de sa ville. L'économiste nous avait aidé à mettre en place cette opération, mais il était beaucoup plus stressé que ceux qui avaient activement participé. Il n'avait jamais quitté sa zone de confort intellectuel. Il a de bonnes idées, mais lui-même, il n'a pas l'habitude de les mettre en pratique. Le plus dur était à venir. Il fallait écouler notre marchandise le plus rapidement possible, le tout sans se faire attraper. Et puis, il fallait espérer que les autorités ne trouvent pas notre cache. On ne fait pas disparaître une flotte de 10 véhicules sans s'attirer des foudres. Devant le fait accompli, nous savions qu'il ne serait pas facile d'écouler notre marchandise sans risque. Une fois sur place, dans le garage d'Amine, nous avons garé les camionnettes. Ce malin avait trouvé 2 garages inoccupés pour cacher ses fourgonnettes. Il était de plus en plus culotté.
Nous sommes entrés nous reposer. Nous voulions nous détendre un peu avant d'aller chercher un autre chargement de gélules. Pour se faire pardonner, notre grand gaillard qui a perdu un chargement complet devait surveiller l'entrepôt et si risque il y avait, il devait incendier toute la marchandise. Il est clair que ce chauffeur avait été maladroit pour finir dans un ruisseau avec un camion. Par contre, pour mettre le feu, c'était un spécialiste. Jour 47, des amateurs et des imbéciles. Mauvaise surprise en allumant la télévision. Une caméra embarquée dans un hélicoptère filme l'entrepôt où sont stationnés les camions. Je me frotte les yeux, je contacte dans la foulée Amine. Comme moi, il regarde avec effroi le feu brûler toutes ses pilules. Est-ce que c'est notre chauffard resté sur place qui a mis le feu? Pas le temps de vérifier. Notre priorité est de se débarrasser de notre cargaison de TI. Pour le moment, nous ne savons pas comment ils ont trouvé les camions dérobés. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut aucune preuve nous liant à ce vol et à la destruction d'un site industriel. Nous n'arrivons pas à joindre l'économiste. Est-ce que c'est Archie qui nous a dénoncés? Impossible. Nous avons tout verrouillé, caché. Elle n'était informée de rien. Nous connaîtrons la vérité dans peu de temps. Nous nous sommes donné rendez-vous au garage, endroit où nous avons dissimulé les 2 camionnettes volées. Nous avons pris la direction du square des junkies. De jour comme de nuit, cet endroit est censé être rempli de toxicomanes. Pas le temps de vendre. Nous avons tout versé à même le sol. Tous les cartons et les boîtes de pilules se sont retrouvés à terre. Rapidement, un attroupement s'est formé. Aussi brusquement, tout notre chargement déchargé avait disparu. Il ne restait même plus un emballage. Nous avons éloigné les fourgonnettes, arrosé de chlore les 2 véhicules et nous y avons mis le feu. Nous nous sommes éloignés du square sans demander notre reste. Voilà de quoi brouiller les pistes pendant quelque temps, suffisamment pour occuper les enquêteurs. En une soirée, nous avons pollué l'air, l'eau et les toxicomanes avec cette pilule. Notre action n'était certes pas écologique, mais elle risquait de provoquer un certain marasme au sein du gouvernement. Nous avons rejoint le domicile de l'économiste. Ce dernier dormait. Nous lui avons expliqué notre geste, celui de distribuer gratuitement la cargaison chargée dans les camionnettes. Quant à notre chauffard, il fallait le récupérer dans un fast-food. S'il était présent à notre lieu de rencontre, c'est qu'il ne s'était pas fait attraper. Dans le cas contraire, nous pouvions nous attendre au pire. 21h55, le restaurant est sur le point de fermer ses portes. Avec Amine, nous nous sommes rapprochés de notre lieu de rencontre prévu avec notre chauffard incendiaire. Il paraissait fatigué mais serein. L'avantage de cet endroit est qu'on peut observer les personnes de l'extérieur sans être vues. Nous avons attendu afin de voir si les forces de l'ordre étaient présentes sur les lieux, si des policiers en civil étaient à l'affût de personnes suspectes aux alentours de ce restaurant. À 22h25, nous sommes sortis de la voiture et nous avons investi les lieux. Pendant qu'Amine s'orientait vers les toilettes, je me suis dirigé vers le chauffard. Je me suis installé face à lui. Il a esquissé un léger sourire, traduisant un certain réconfort de me revoir. Je crois que j'étais plus tendu que lui, mais je tentais de rester calme afin de ne pas attirer les regards. Je lui ai posé une question simple. « Est-ce que tout est OK ?» Il m'a répondu que oui. Il a fait le nécessaire sans se faire voir. Cet homme était très calme alors qu'il venait d'échapper à un escadron de gendarmes. Je pense qu'il ne comprenait pas encore l'ampleur des dégâts et de la situation à risque. Il avait réussi à mettre le feu avant de s'échapper. Il avait été très courageux face à la situation, il avait gardé son sang-froid. Il m'a demandé quelle était la suite des opérations. Je lui ai signifié que la mission était terminée et que nous allions le déposer chez lui. Jour 48. On calme le jeu. Pendant plusieurs semaines, nous allons entendre parler de l'opération TI. Au-delà de toute attente, notre acte a été un véritable succès. D'une part, étant donné qu'un des camions a pollué les eaux, il a été recommandé à la population de ne pas consommer d'eau du robinet. Le risque sanitaire et d'intoxication était trop important. D'autre part, la mort de nombreux junkies dans les semaines qui ont suivi notre opération a provoqué un nouveau mode de consommation chez les drogués. Les effets des pilules sur la défonce sont immédiats et c'est ce que recherchent les jeunes. Sauf que les effets secondaires ont de graves conséquences sur la santé.
Beaucoup finissent en asile et ou succombent rapidement. La distribution gratuite des pilules a provoqué un nombre de décès important chez les jeunes consommateurs de la pilule TI. Le bouche à oreille a tellement bien fonctionné concernant les effets dopants de ce médicament qu'un marché parallèle a même vu le jour. Les personnes soumises à ce traitement avaient fini par comprendre que ce dernier n'avait aucun effet bénéfique sur leur santé. Aussi, ils avaient trouvé le moyen de se faire de l'argent en revendant leur propre traitement à ceux qui étaient à la recherche de sensations fortes. Quoi qu'il en soit, dès qu'un junkie croisait un ancien, ce n'était plus pour lui faire un geste de la main, indiquant la mort prochaine de la personne âgée. L'objectif était de négocier l'achat de la pilule TI. Le gouvernement français a donc rapidement arrêté la production de cette gélule à cause de l'effet boule de neige de TI sur les jeunes. Heureusement qu'il restait à l'État l'alternative de la loi E70 pour supprimer les anciens. Peu de temps après, les autres pays européens ont suivi. Ils ont arrêté la production de TI. Le problème est que des laboratoires clandestins ont vu le jour. Un trafic s'était mis en place. Autant vous dire que les gouvernements étaient sur les dents. Il leur fallait trouver les responsables de cette attaque du site de fabrication. La mission des services de renseignement était de mettre la main sur les auteurs de ce désastre. Quoi qu'il en soit, du jour au lendemain, nous n'avons plus entendu parler de ce traitement contre la thyroïde et mon infirmière qui se présentait de manière hebdomadaire à mon domicile pour être sûre que je prenais mes pilules a disparu du jour au lendemain. Je ne l'ai jamais revue. Peut-être était-elle retournée dans son pays d'origine. J'ai juste retrouvé mes clés dans la boîte à lettres. Rien d'autre. Pas de mots, de messages, pas d'appels. Il nous fallait nous faire oublier pendant quelque temps, nous faire tout petits, car s'il retrouvait nos traces, qu'il mettait la main sur les organisateurs de cette attaque d'usine, je pense qu'il montrerait l'exemple en nous condamnant à des peines lourdes, voire pire, la mort. L'avantage, c'est que les plus âgés avaient compris le rôle de LGDV. Les protéger au présent comme au futur, de leur mort programmée et précoce. Ce message fort a provoqué l'adhésion exponentielle de résistants contre l'E70. Grâce à notre opération et son résultat hasardeux, nous venions de réveiller des personnes, et pas que les anciens. Des actifs ont également voulu rejoindre les rangs de la résistance. Il s'était formé deux camps en peu de temps. Ceux pour la E70 et les anti-E70, AE70. De nouveaux moyens de propagande, de nouveaux autocollants, avaient vu le jour, dont le fameux AE70. La question qu'Amine et moi nous nous posions est: quel autre moyen serait utilisé pour faire disparaître notre organisation, ou même comment allait-il faire pour accélérer le processus d'élimination des anciens actifs? D'un autre côté, on se demandait, l'économiste Amine et moi, comment faire pour supprimer définitivement la loi E70. Allions-nous réussir à annuler cette loi ou pas? Nous avions réalisé des missions un peu au hasard, et en y allant au culot. Les résultats avaient été plutôt satisfaisants, mais est-ce que cette situation et la chance que nous avons eue jusqu'à présent allait durer? Que se passerait-il si un de nous deux, ou même nous deux, étions tués? Amine et moi y pensions souvent. Est-ce que cela serait la fin de notre organisation? De plus, au moment où j'écris, nous sommes les organisateurs, les coordinateurs de LGDV. Mais quelle serait notre réaction si quelqu'un d'autre voulait s'emparer du commandement de notre groupement? Et une question me concerne plus particulièrement. Qui est Archie? Est-ce une espionne ou tout simplement une personne de bonne volonté ayant rejoint LGDV pour nous porter main forte? Le doute subsiste et franchement, j'espère ne pas avoir de mauvaises surprises. En peu de temps, mon cœur s'est remis à rebattre, chose que je n'aurais jamais pensé revivre un jour. Les jours qui ont suivi ont été mémorables. J'ai passé plus de temps chez la défunte Anne que chez moi. Le sport ne se faisait plus à mon domicile. Amine venait directement dans la résidence de notre ancienne cuisinière. Je me suis moins soucié de mon sort en la présence d'Archie. J'étais sur un nuage. Mais c'était le calme avant la tempête. Notre journaliste kidnappé était devenu notre interlocuteur pour faire passer des messages au pays et au monde. Et en peu de temps, il était invité par les journaux du monde entier pour répéter inlassablement son kidnapping. Il était devenu une star, une personnalité. Comme des pays nous avaient copiés, ils n'hésitaient pas à signaler que le mouvement LGDV était né en France, pays de la liberté,
des droits de l'homme et du citoyen. De notre côté, il fallait encore et toujours trouver un nouvel élan afin de faire perdurer notre organisation ainsi que nos revendications. Cela n'allait pas être tâche facile. C'est la fin de l'épisode 7 de ce livre 2. Pour vous, est-ce qu'Amine et Netzach ont été trop loin dans leur action? Vont-ils au-devant de très gros problèmes? Que pensez-vous de la pilule TI? Est-elle bénéfique pour la santé des anciens? Ou est-ce réellement un poison, comme le signalent les deux compères? Le prochain épisode, l'épisode 8, ira du jour 55, il a encore fait des siennes, au jour 62, nouvelle voiture et scandale dévoilé. Je profite de cette occasion pour vous signaler l'existence d'un autre livre audio illustré sur ma chaîne YouTube Amar B. Ce livre fait 24 épisodes. Son titre, TGBO, la coupure électrique mondiale. Partagez ces contenus avec vos amis ainsi qu'avec votre famille. En attendant, je vous dis à vendredi prochain et à bientôt.